Ben, bienvenue sur la chaîne. Merci. On fait une séance de questions-réponses en voiture. Oui, excellent. Pour commencer, nous sommes dans le Drive Tribe Ram TRX. Qu'en penses-tu? J'aime bien. C'est vrai qu'il est grand. C'est un yacht terrestre. Mais la tenue de route est vraiment bonne. C'est serré et je pense que c'est génial. Ces pick-up modernes sont évidemment très performants en tout terrain. Ils ont les 4 roues motrices, mais ce truc tient le coup. Tu vas découvrir ce qu'il en est de l'essence dans les prochains kilomètres. Oui, j'imagine que c'est sauvage. Qu'est-ce que c'est? Quel est le volume de ce moteur? 6.2 suralimenté. Oui, c'est ça. Oui. Le superchargeur fait 2,4 litres. Il s'agit donc d'une cylindrée de plus de 8 litres. D'accord. Mais j'aime bien. Je veux dire, c'est génial. Vous êtes en hauteur sur la route. Vous avez une bonne vision. Mais ce n'est pas idéal pour les voies. Ce n'est pas pour rien que les Land Rover ont été conçus minces. D'accord. Bon, je vais plonger dans le vif du sujet. Je vais y aller directement en posant des questions auxquelles tu ne pourras ou ne voudras peut-être pas répondre. D'accord. Je vois. Première question. Y a-t-il une séquence de Top Gear qui n'a pas été diffusée? Je me souviens qu'il y a eu 2 sujets controversés qui concernaient tous 2 des breaks. L'un était la Peugeot, c'était le break diesel, j'oublie toujours les chiffres. Je me souviens de la Peugeot. Quel était ce gros break au milieu des années 2000? Je ne sais plus trop. En tout cas, sa maniabilité n'était pas très bonne. Il ne se conduisait pas très bien du tout, et il savait qu'ils allaient être critiqués pour cela. Donc, Peugeot a décidé de ne pas leur donner de voiture pour le studio. Ils ne pouvaient donc pas... Ils se sont dit que si on ne leur donnait pas la voiture, ils n'auraient pas de film. On dirait que c'était ils une ne erreur. le diffuseront pas. C'était une erreur. Et je n'arrivais pas à y croire quand ils ont dit que Peugeot ne voulait pas nous donner de voiture. Mais nous avions ce qu'il y avait de mieux. Et puis la caméra a fait un panoramique vers le sol. C'était dans une boîte en acier de merde, ce qui était... Je pensais que c'était assez percutant. Mais on ne pouvait vraiment s'en tirer que sur la BBC, où il n'y avait pas de publicité commerciale. Vous pouviez être irrévérencieux, mais je pense que c'était assez percutant. Est-ce que tu penses que ça a alimenté leur spécial Peugeot, cet épisode entier qui anéantissait Peugeot? C'est peut-être ce qu'il s'est passé, parce qu'il y avait une liste fantastique dans le bureau de ceux qui nous détestent et de ceux qui nous aiment. D'accord. Et la liste de ceux qui nous détestent était très longue. La liste de ceux qui nous aiment était très courte. On y voyait parfois quelques fabricants se balader, mais seulement de façon temporaire. Ils finissaient toujours par passer de l'une à l'autre. Donc c'est Peugeot. L'autre dont je me souviens était une Vauxhall. Je crois que c'était une Vectra Break ou une Vectra, je ne me rappelle plus bien. Quelle était la version Break? Non, c'était la nouvelle Vectra. Et elle est née avec un sous-virage terminal. Je pense que c'est l'adjectif qui a été utilisé pour la décrire. Et cela a causé quelques problèmes, mais elle avait vraiment un sous-virage excessif. C'était incroyable. Nous l'avons découvert sur la piste, elle ne tenait pas en virage. À tel Elle point a été qu'elle n'a particulièrement pas été diffusée. diffusée. Je pense que nous avons dû... Je pense qu'ils ont changé un peu ce qui a été publié. Parce qu'ils veulent être trop négatifs et qu'il y avait des ramifications potentielles avec ça. Nous sommes en train de faire un road trip Top Gear à la recherche de lieux de tournage et mes recherches m'ont amené à visionner de très vieux épisodes. Et je suis tombé sur ces courses incroyables où l'on fait venir des conducteurs de voitures de tourisme. Et vous savez, il y a des camping-cars, des caravanes, des bus et tout ça. Pourquoi n'as-tu pas participé à certaines de ces courses? J'y ai participé, dans les toutes premières. Oui, je pense qu'au début, ils voulaient des voitures de tourisme, ce qui n'était pas mon truc. Parce que je faisais du GT Le Mans, ce genre de choses. Ils voulaient donc une bande de voyous. Et c'était hilarant. Tu regardes ces courses, c'est sauvage. Oui, c'est vrai. Et c'était génial. Et ils sont allés trop loin dans la forme, en cassant les portes des uns et des autres, et en se comportant mal. Ouais, comme des ados. Ouais. Donc ils ont établi que ce gars-là était de brillants divertissements. Et puis le football automobile est arrivé. J'ai été un peu impliqué là-dedans, et j'ai soumis une idée à l'équipe de production. De faire en sorte qu'un joueur international puisse faire un corner, faire dériver une voiture vers le ballon, et essayer de battre un gardien de but international. Et d'envoyer le ballon au fond des filets. D'accord. J'ai donc lancé l'idée et ils m'ont répondu qu'ils n'étaient pas sûrs. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu un appel téléphonique. Nous avons donc travaillé sur cette idée de football et nous avons trouvé quelque chose d'un peu différent. Et si on prenait un ballon géant et qu'on pouvait jouer au football avec? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça marcherait? Et je me suis dit oui, ce serait génial parce qu'on pourrait faire des virages au frein à main, on pourrait faire un coup de patin. Alors toute l'équipe, les démolisseurs fous, les gars des voitures de tourisme, plus Russ Swift, sont venus pour le football automobile. Et je me souviens qu'il s'est déroulé par vagues. Et la vague 1, James Bryce réalisant ce film. Il était très organisé, très méthodique. Il disait « Bon, restez propre, je veux faire de bonnes prises de vue. »
Il essayait donc de faire en sorte que tout soit propre. Mais à chaque fois qu'il y avait une compétition pour le ballon, Russ Swift, qui est le pilote de précision de renommée internationale, capable de faire un virage au frein à main dans un espace, et toutes ces choses sont hyper précises, et je le vénérais vraiment parce qu'il était une génération au-dessus. Il avait un tout autre niveau. Honnêtement, non, c'est lui qui nous a battus. Oh. Il était absolument... Ses pneus fumaient. Et de la fumée sortait de ses oreilles. Il avait une aura rouge comme je n'en avais jamais vu. Il était comme un terrier. Dès qu'il y avait un ballon, il était là. Donc au moment où James a dit qu'il vaudrait mieux pouvoir faire ce qu'on veut, Russ était déjà complètement dedans. Quel a été ton dernier tournage pour Top Gear? Le dernier tournage était, je crois, un jour de studio. Nous faisons tous les pré-enregistrements pour que les vidéos soient alignées, qu'il s'agisse des acclamations pour la course de Londres ou d'une voiture de tourisme. Oui. Ensuite, nous faisons le tournage de la saison, qui se déroule en studio pendant 5, 6 ou 7 semaines, tous les mercredis, et le film sortait le dimanche. Il rassemble tous les films. Mon dernier tournage s'est donc déroulé en studio, un mercredi, avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Cool. Nous avions la Bugatti Veyron Supersport, qui était épique, 1200 chevaux. Et as-tu regretté de ne pas avoir eu ce moment où le casque de Michael Schumacher s'est détaché? Tu aurais aimé que ça se produise, qu'il y ait un visage dans Top Gear? Ça aurait pu être vraiment cool, ça aurait été vraiment cool de le faire, mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai donc parlé à mon patron, Andy Willman, et je lui ai expliqué que j'allais partir à la fin de la série. J'ai donc terminé la série, et c'était à eux de décider de la suite des événements. À la fin, on a malheureusement dû passer par la voie juridique, ce qui a été assez douloureux, et ça a fini par devenir un mélodrame. Oui. Mais à l'époque, c'était assez effrayant et très réel. Mais oui, cela aurait été bien, mais en fait, voir Schumacher jouer son rôle était fantastique. Le fait qu'il soit là pour la journée était extraordinaire, et je ne savais pas ce qui se passait jusqu'à ce que j'arrive. Tu as eu le temps de lui parler? Oui, j'ai pu passer du temps avec lui. Nous étions tous les deux dans nos costumes de Stig, ce qui était très étrange. A-t-il pensé à faire un tour de piste dans la voiture? Je pense qu'il n'a pas voulu le faire, c'est ce qu'on m'a dit. Il a refusé. Il n'avait pas besoin de le faire. Il n'en avait pas besoin, mais est-ce qu'aucun des pilotes de F1 n'a besoin de le faire? Je pense donc que beaucoup de gens en ont profité et se sont dit qu'ils pouvaient conduire n'importe quoi. Ce ne sera pas différent. Mais Vettel, par exemple, a apporté une jauge de pression pour vérifier les pneus, parce qu'ils n'ont pas été entretenus par l'équipe de Formule 1. On leur a littéralement arraché les roues, et ils ont été mis au rebut. Ils n'ont jamais vérifié les pneus, ils n'ont jamais regardé la pression des pneus. On pouvait donc facilement partir avec une voiture mal préparée et se retrouver avec une seconde de retard. Oui. Vettel a donc pris la chose très au sérieux et Schumacher s'est contenté de dire « Oh non, ce n'est pas pour moi, je vais conduire ma FXX, merci. » Je vois. Et grâce à mon incroyable gentillesse, tu as retrouvé ton copain de salle d'audience il n'y a pas si longtemps, et grâce à moi, tu es allé à la première du film et tu as conduit une Ferrari avec Monsieur Willman. Merci, j'apprécie. J'ai travaillé sur le film, mais tu m'as obtenu l'invitation à la première. Il est clair que les RP n'ont aucune idée de qui tu es. Tu devrais apprendre à connaître ce type. Il est plutôt bon. Merci Mike, j'apprécie. Oui, c'était vraiment amusant. Avec Willman, c'était drôle. On allait sur le tapis rouge et les gens sortaient leur carnet d'autographes au cas où quelqu'un voudrait... Non, il voulait parler à Andy, ce qui est génial. Il était donc là, en train de signer des autographes et tout ce genre de choses, ce qui est génial parce qu'il est... Beaucoup de gens savent qu'il a été le cerveau de Top Gear avec les garçons. Mais tout le travail en coulisses, les longues heures, le montage, c'est Willman qui s'en charge. Et sans lui, il n'y aurait pas eu d'émission. Je veux dire qu'il était une telle force créatrice derrière le format, la planification, la gestion des égos de chacun, l'obtention des choses, mettre l'émission sur la route, réunir l'équipe qui pouvait la mettre en place, les moments critiques et tout le reste. Honnêtement... Je ne sais pas comment il a fait. Nous sommes sur la route et quand il s'agit de ce genre de choses, je dois être très prudent parce que je pense que j'ai une sorte de syndrome de l'intestin irritable non diagnostiqué ou ce genre de choses. Et cela m'a traversé l'esprit en chemin. Cela ne va pas se révéler au cours de ce voyage, n'est-ce pas? Je l'espère pas. Un siège chauffant parfois peut le déclencher. Pourquoi ne pas l'éteindre? Je vais rester au chaud. Ok. Ça m'a fait penser, qu'est-ce qui se passerait si tu faisais partie de l'équipe d'un grand tournage de Top Gear et que tu avais la... Que se passe-t-il si littéralement tu as la diarrhée, tu n'as pratiquement aucun contrôle, toutes les 2 minutes tu as besoin d'aller aux toilettes? J'aurais vraiment peur parce que ça retarderait ce tournage de plusieurs milliers d'euros juste pour ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pris de jour de congé pour maladie et tu es plutôt solide de ce côté, n'est-ce pas? J'ai eu une gastro une fois.
et qu'il y avait des répétitions pour Top Gear Live. Ils ont donc réuni tout le monde et nous avons fait des répétitions au NEC de Birmingham. Ces répétitions étaient très importantes. Ces séquences de cascades se déroulaient dans une arène étroite, entourée de béton. Il fallait donc être très précis. Et nous nous déplacions dans des véhicules tels que des Ferrari ou des Reg Buggies ou tout autre véhicule fourni par le fabricant. Et si on se trompait, on l'enfonçait directement dans le béton et on le faisait devant 3000 personnes. Oui. On aurait donc l'air d'un vrai nigo, ce qui n'était pas souhaitable. Et il y a eu beaucoup de chorégraphies. Et puis pour certaines d'entre elles, c'était aussi à la seconde près. Il fallait faire correspondre le mouvement des voitures à celui d'un film ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, tout le monde était là. Et j'ai été engagé pour faire ce travail. Et c'était la répétition, et je devais la faire. J'y suis donc allé très souvent. Ah, J'avais l'impression d'être à l'article de la mort. Constamment. Mais l'adrénaline est incroyable. Alors l'adrénaline, elle a tendance à arranger les choses. Et j'étais déterminé à le faire correctement, donc ça s'est passé. Et j'ai pris l'air de temps en temps pour essayer de gérer mon estomac. Je pense sincèrement que je me ferais virer parce qu'on me dirait « Bon, tout le monde est prêt, d'accord? Ah, où est Mike ?» Tu te ferais atomiser. Oui. Et quels sont les youtubeurs que tu regardes pendant ton temps libre? Est-ce que tu vas sur YouTube pour regarder des vidéos? Je regarde beaucoup de choses autour de la Formule 1. Parce que c'est assez cool. J'aime voir les gens analyser les choses. Je suis toujours intéressé parce que les gens ont retenu des rares informations que nous recevons sur les techniques de conduite et ce genre de choses. Je suis toujours intéressé par cet aspect. Et l'ingénierie. C'est donc très intéressant. Et bien sûr, pour la recherche aussi. J'ai fait une tonne de recherches pour certains des sujets que j'ai abordés récemment, comme Senna ou Andy Green. J'utilise donc YouTube comme outil de recherche. C'est devenu comme le nouveau Google, n'est-ce pas? On cherche une vidéo. En fait, j'ai beaucoup apprécié tes récentes vidéos, notamment celle sur Senna que tu as mentionnée. Oh, merci. Et ta chaîne se porte bien? Elle se porte bien, oui. Et j'ai appris beaucoup en regardant tes vidéos. Il y en a de très bonnes. Et puis Alex est très amusant. Oui, c'est vrai. Mark McCann. Nous allons terminer par quelque chose de plus profond. Il y a deux questions en une, et la première... Y a-t-il quelque chose que tu regrettes en ce qui concerne ta carrière? Et puis, qu'est-ce que tu dirais au Ben Collins de 18 ans? Ça peut être la même chose ou complètement différent d'ailleurs. Je pense que la question fondamentale est de savoir si vous croyez au regret. Parce qu'en fait, on ne peut pas remonter le temps de toute façon. Je suppose que l'on apprend de ses erreurs et que cela affecte la façon dont on prend des décisions à l'avenir. Même si vous avez commis une erreur ou ce que vous avez perçu comme tel, vous vivez et apprenez, n'est-ce pas? On essaye de faire mieux la prochaine fois, etc. Oui, c'est vrai. Dans le domaine de la course automobile en particulier, c'est un jeu de serpents et d'échelles. Et vous auriez dû choisir telle ou telle conduite et vous regardez les carrières des gens qui ont réussi. Oui, il faut un talent moteur, mais il faut aussi y faire. Il faut avoir le bon équipement pour pouvoir obtenir les résultats dont on a besoin. Y a-t-il un moment où tu étais contre quelqu'un pour une place où il l'a obtenue et où il a fait quelque chose de spectaculaire? Oui, il y a deux moments où j'ai été déçu que ça ne marche pas. Le premier, c'est que j'ai pu piloter en tant que Jackie Stewart et c'était incroyable. D'accord. Les courses d'affiches? Pour les courses d'affiches, oui. PSR. J'ai fait les Winter Series avec Vauxhall Lotus. Oui. Et tous ces grands pilotes sont passés. David Coulthard, je crois, qui a couru pour eux. Frank Kitty, la légende. McNish. Dario Franchitti, oui, McNish, beaucoup. Vraiment, ils étaient connus pour une chose et c'était la victoire. Et cet avant-goût que j'ai eu dans les Winter Series, j'ai fini deuxième. J'ai failli gagner, mais la course a été écourtée, blablabla. Mais j'ai quand même terminé deuxième dans les Winter Series. Et j'ai beaucoup appris. Ils étaient sur la brèche avec tout ce qu'ils utilisaient. Jusqu'à utiliser des plaquettes de frein différentes entre les qualifications et la course. Parce qu'ils savaient que le pneu aurait l'adhérence nécessaire pour supporter une plaquette plus agressive lors des séances de qualification. Ils étaient parfaitement au point. Et puis, je n'ai pas eu le siège pour l'année suivante et je ne l'ai peut-être pas chassé assez fort. Mais il est allé à Justin Wilson, l'un de mes amis, et un pilote fantastique. Il a donc remporté cette série. Et puis, ironiquement, la deuxième fois, d'une certaine manière, j'ai presque croisé le chemin de Justin, parce que nous avons couru ensemble dans les Junior Series en Vauxhall Junior. C'était Formule 3000, et j'ai fait un test pour Derek Mower. Et nous envisagions de faire quelque chose. Ils étaient très proches d'un sponsor. Et je suis allé en Amérique et c'était stupide, j'aurais dû rester. Ensuite, il a décroché un contrat pluriannuel avec Coca-Cola. Ils ont fini par remporter le championnat 3000. Cela aurait été un endroit vraiment génial pour moi. Mais encore une fois, je suis allé en Amérique. J'ai appris à courir sur les circuits ovales et mon coéquipier était Scott Dixon, l'un des gars les plus rapides du monde.
Donc ce n'était pas si mal. Et si le Ben Collins de 18 ans se retrouvait devant toi grâce à l'AI ou la VR, Oui, qu'est-ce que tu lui dirais? ne fais pas tant d'efforts. Cela peut paraître étrange. Je pense que je suis entré dans le monde de la course très tard. Je voulais tellement rattraper le temps perdu que je pense que j'étais probablement trop pressé. Je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup de gens lorsqu'ils sont jeunes. Mais c'était plutôt hilarant de mon côté. J'ai détruit 3 voitures lors de ma première saison et j'ai fait des choses un peu plus modérées au fur et à mesure que j'avançais. Mais c'est vraiment... En particulier les sports mécaniques, le golf, le tennis, il y a un élément physique. Mais il s'agit surtout de comprendre ses propres forces et faiblesses et de savoir comment modérer son enthousiasme. Ou de découvrir où votre personnalité va éclater quand vous ne le voulez pas. D'accord. Et j'ai l'impression d'avoir vu justement quelques images de toi en train d'en faire trop. Je crois que c'était à Rockingham. Oh oui, Tu sors du virage et il y a une chicane et tu vois ces voitures de F3, je crois. Oui. Elles arrivent et s'engouffrent dans la chicane. Puis je crois que c'est toi qui arrives et te retrouves proprement dans les airs à la sortie de la chicane. oui, j'ai toujours été assez bon dans les virages rapides et c'était... J'avais trouvé une très bonne ligne dans la chicane. Ils l'appelaient chicane, mais c'était un virage à 217 km/h. Nous sortions de l'ovale et c'était... Ils se sont un peu trompés sur le format de ce virage. La bordure était assez haute, mais à un moment donné, on pouvait faire passer le point le plus haut de la bordure, entre la roue, et s'en tirer à peu près. Mais j'ai dû raccrocher le sol. Il l'a embrassé de travers. Et à chaque fois que vous heurtiez la bordure, la voiture allait voler légèrement, mais d'environ 7 à 10 cm. Quoi qu'il en soit, elle s'est complètement levée. Et en fait, elle s'est tellement levée que ça a raccroché la boîte de vitesse. Oh, Et j'ai mon atterri Dieu. avec un sacré boom, en endommageant le dessous de la voiture de l'une des articulations de la suspension à C'était l'avant. l'un de tes 3 crashs ou c'était quelque chose d'autre? Je ne sais pas, je ne qualifierais pas cela de crash. J'ai quand même terminé. Juste un petit C'était- dérapage. Ouais, un petit saut. J'ai eu une commotion cérébrale, j'ai été commotionné. Je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin de la course. Vous êtes tellement concentré. Oui. Mais à la fin, quand l'adrénaline s'arrête, vous vous dites « Oh, j'ai des vertiges » et vous vous rendez compte que vous avez pris un coup. Mais oui, la voiture n'a pas beaucoup aimé non plus. Et voilà, le conseil de vie de Ben Collins, n'en faites pas trop. Oui, restez calme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Ben Collins Drives, elle marche très bien. Et oui, merci encore Ben d'être venu sur la chaîne. Merci de m'avoir reçu et j'espère que tu as l'estomac bien accroché.